Donc je vais vous parler de travaux sur pneumocystis gyrovecii. Un premier sur le travail d'une thèse sur la relation entre la charge parasitaire et la clinique, qu'avait fait un étudiant interne. Et je reviendrai sur l'investigation de l'épidémie qu'il y a eu au service de néphrologie. Donc pour le travail de thèse, c'était relation entre charge parasitaire et la clinique, donc 255 patients qui étaient positifs en PCR, avec diverses maladies sous-jacentes, VIH, greffé rénal pulmonaire, cancer solide, hémopathie. Et donc on avait relevé bien sûr toutes les infos cliniques. Donc pour la recherche de pneumocystis, on vise la sous-unité de l'ARN ribosomial qui est répétée 10 fois dans le génome du pneumocystis. Et pour donc quantifier la charge parasitaire, on a fait le ratio entre le nombre de copies du pneumocystis sur le nombre de copies du gène de l'albumine. Donc on a eu 184 LBA et 71 expectorations. Évidemment, la charge parasitaire est significativement plus élevée dans un LBA. Et donc par la suite, quand on a voulu faire la relation entre prélèvement et clinique, on s'est surtout intéressé au LBA. Pour ce qui est de la microscopie et de la charge parasitaire, donc bonne nouvelle, plus la charge parasitaire est élevée, plus on arrive à y voir en microscope, donc ça reste cohérent. Donc il y avait 78 prélèvements qui étaient positifs en microscopie, 146 qui étaient négatifs en microscopie. Par contre, il n'y a pas de corrélation entre la microscopie et la mortalité. On a eu 37 patients qui sont décédés, 23 avaient une microscopie négative et 14 avaient une microscopie positive. Donc il n'y a pas de corrélation avec un examen direct positif et le risque de mortalité du patient. Ensuite, corrélation entre la charge parasitaire et la présentation clinique. Donc on a essayé de regrouper les patients en 3 groupes. Donc c'est pas évident, c'est critiquable. On s'est reporté à différentes publications pour les classer donc en pneumocystose certaine, probable et colonisation. Les certaines, c'était la clinique compatible et une microscopie positive. On n'avait pas d'autre choix de les mettre en probable. Les pneumocystis possibles, certaines. Et les pneumocystis probables, c'était une clinique favorable et une réponse favorable au traitement, donc par Bactrim. Et pour les groupes colonisés, c'était les patients qui étaient asymptomatiques, qui n'avaient pas de symptômes. Donc entre ces 3 groupes, la charge parasitaire, elle est significativement différente. Donc au milieu, par exemple, c'est les pneumocystis prouvés. La charge parasitaire est donc significativement plus élevée que dans le groupe colonisation ou asymptomatique. Malheureusement, la dispersion elle est tellement énorme qu'on n'arrive pas à établir de seuil. Donc on n'arrive pas à établir une charge parasitaire et à dire, en fonction de cette charge, c'est asymptomatique, c'est colonisant ou c'est une pneumocystose certaine. Voilà. On n'arrive toujours pas à faire de seuil. Corrélation entre la charge parasitaire au moment du diagnostic et l'évolution clinique du malade. Donc il y a une différence significative, donc on a travaillé sur les LBA, entre ceux qui ont une charge parasitaire très élevée et ceux qui ont une charge parasitaire moins élevée pour un séjour en réanimation. Donc logique, ceux qui avaient une charge parasitaire plus élevée finissaient en réanimation. Par contre, on n'a toujours pas de corrélation entre la mortalité et la charge parasitaire. Comparaison de l'évolution clinique des patients avec une étiologie infectieuse de pneumonie autre que pneumocystis. Donc sur tous les patients positifs en LBA, donc sur les 180 et quelques, 55 patients étaient co-infectés par d'autres pathogènes au niveau pulmonaire. Les plus fréquents sont le CMV. Et donc les pathologies sous-jacentes qui avaient le plus de co-infections au niveau pulmonaire étaient les greffés pulmonaires, bien sûr, les VIH et les greffés rénaux. Donc, ni la charge parasitaire, ni la présentation clinique, ni l'admission en réa et ni la mortalité, il n'y a pas de différence entre les patients co-infectés versus ceux qui n'avaient qu'une pneumocystose. Donc la co-infection n'est pas un facteur de risque pour l'évolution non plus de la pneumocystose. Petit bémol juste sur le CMV, donc ça c'était une étude rétrospective. En ce moment on est en train de regarder prospectivement les co-infections CMV et pneumocystis parce qu'on a quand même l'impression que le CMV est quand même défavorable à l'évolution d'une pneumocystose. Donc au final, dans les différents sous-groupes de patients en fonction des pathologies sous-jacentes, ceux qui avaient la charge parasitaire la plus élevée sont les patients VIH, les greffés rénaux et les autres greffes autres que le poumon.
mais pas forcément ceux qui avaient la mortalité la plus élevée. Les deux groupes avec mortalité plus élevée étaient les hémopathies malignes et toujours les greffés rénaux, donc à 25%. Donc, ce qui fait le lien avec l'épidémiologie de pneumocystis qu'il y a eu en néphrologie. Donc, les greffés rénaux sont un gros groupe à risque de pneumocystose. Donc, le service de néphrologie de l'hôpital de la Conception, c'est 123 transplantations rénales par an et ils suivent 1700 patients greffés. En juin 2018, il y a une alerte, une épidémie de pneumocystose. Donc la définition des cas vraiment de pneumocystose, c'était PCR positif dans un LBA ou crachat, associé à une toux, fièvre ou dyspnée et associé à une image radiologique de syndrome interstitiel. On aura réalisé un génotypage par typage moléculaire microsat à partir de 6 marqueurs publiés. Donc le profil de ces patients, donc il y a eu 43 pendant une bonne année, 43 cas positifs. Sexe ratio 2,1, l'âge moyen était de 61 ans. C'était 85% de ces patients étaient transplantés d'organes, pas seulement du rein, parce qu'il y a certains transplantés qui venaient en consultation néphro pour d'autres problèmes. 78% des patients avaient moins de 800 lymphocytes T par millimètre cube. 3 patients ont développé une pneumocystose alors qu'ils étaient sous prophylaxie par pentamidine. Et 50% des patients ont une pneumocystose dans les 2 ans qui ont suivi leur greffe rénale. Et l'épidémie donc, du 25 juin 2016, qu'elle a commencé très très tôt, au 1er août 2019, c'est en gros 30 patients qui ont présenté une pneumocystose maladie. Sur les 43 cas positifs, 30 avaient une réelle pneumocystose maladie. Le taux de mortalité a été de 17% et le taux d'attaque parmi les transplantés rénaux était de 1,6%. Donc face à cette épidémie, il y a eu des investigations au niveau de l'environnement des patients. Donc le personnel a été prélevé de façon volontaire. 48 volontaires ont accepté. Ils ont donc été prélevés par expectoration induite et prélèvement lavage nasal. Donc pour des volontaires de l'hospice de jour et l'unité de néphrologie et l'unité de transplantation rénale. Dans l'unité de néphrologie, 35 participants, toutes les recherches ont été négatives, donc par PCR. En hospice de jour, il y a une infirmière qui est revenue positive dans son expectoration induite, donc en octobre, et elle s'est négativée 2 mois après. Et on reviendra par la suite sur cette infirmière qui a probablement joué un rôle aussi de porteur. Prélèvement dans l'environnement, les climatiseurs de chaque pièce ont été prélevés. Il y a eu prélèvement d'air dans la salle d'attente de consultation de néphrologie. Tous ces prélèvements sont revenus négatifs. Donc dans l'environnement des patients, seule une infirmière s'est montrée positive à pneumocystis. Après, les prélèvements expectoration induite et prélèvement lavage nasal, on n'est pas à meilleure sensibilité, mais enfin, sur des volontaires, c'est un peu difficile d'aller faire des LBA. Le génotypage, on a réussi à récupérer seulement 17 patients de la cohorte de néphrologie, parce qu'il fallait avoir les ADN et les prélèvements. Le pneumocystis, il ne se cultive pas, donc il faut qu'on fasse avec ce qui nous reste. Et on avait pris comme patient test 11 patients extérieurs à la PHM. Au final, on a réussi à obtenir 20 génotypes complets et donc 41 génotypes différents. Donc un individu porte plusieurs génotypes de pneumocystis. Et donc sur l'âme, on peut voir donc un rond égale un génotype et une couleur un service. Donc un patient peut être représenté par différents ronds. Et ici, on peut voir qu'il y avait le cluster néphrologie, parce que tous les patients avec un astérix sont ceux qui ont consulté en néphrologie. Et ça, c'était des patients de néphrologie donc qui partagent vraiment le même génotype, ou très très proche. Et il faut voir aussi que ces patients, dans le temps, on s'étale de janvier 2018 à juillet 2018. Donc avec un même génotype qui a été transporté pendant 6 mois. Donc, comment on a réussi à éradiquer cette épidémie en néphro? Donc là, c'est les cas dans le temps, donc depuis 2014. Donc on voit le gros problème en 2018. Les mesures de prévention, donc c'était des mesures initiales qui ont été renforcées. Principe Bactrim dans les 6 mois qui ont suivi la transplantation rénale. Alerte en temps réel du laboratoire et les prélèvements de néphrologie étaient techniqués au POC. Isolement gouttelette lorsque le patient était colonisé ou avait une réelle pneumocystose.
Donc ça, on est en prévention 1, ça a commencé un peu à faire diminuer les cas. Ensuite, prévention 1 complète, c'est maîtrise de l'épidémie grâce au port de masque chirurgical pour tous les immunodéprimés aux consultations et en hospice de jour. Et Bactrim chez les patients dès qu'ils avaient des lymphocytes inférieurs à 800. Donc ça a marché un temps et de nouveau, il y a eu un nouveau pic début janvier 2019. Donc là, les préventions ont changé. Donc réajustement. Donc le Bactrim était assez difficile à donner en prophylaxie. Il y a des médecins qui l'arrêtaient parce que voilà, ça donnait des effets secondaires. Ils ne sont pas très à l'aise avec le Bactrim sur le long terme. Donc on pouvait proposer la Tovacone en deuxième intention. Et ensuite, c'est suppression des repas collectifs à l'hospice de jour et port des masques aussi chez tous les patients de l'hospice de jour, pas seulement les greffés. Et améliorer le flux des patients. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont aperçus que les patients qui étaient en consultation de jour, après, ils restent toute la matinée, donc ils ont faim, et à un moment donné, on leur donne une collation, donc ils vont tous à la cafétéria. Pour manger, ils enlevaient leur masque, et pour que ce soit plus sympathique, ils discutaient tous ensemble, et donc en gros, on suppose que le foyer de transmission de la pneumocystose, c'était à la cafétéria. Donc c'est pour ça qu'il faut améliorer le flux des patients. Et la fameuse infirmière qui était positive à pneumocystis, c'était une infirmière qui travaillait en dialyse et qui passait par la cafétéria. Donc on pense aussi qu'elle a pu être le vecteur. Malheureusement, cette infirmière n'a pas pu la génotyper. Donc on ne sait pas quelle génotype. Ce ne sont que les hypothèses. Donc après ces mesures de prévention réajustées, depuis donc, le début de l'année 2019, on considère qu'on est sorti de l'épidémie. Il n'y a pas eu de nouveaux cas de pneumocystose en néphrologie acquise en néphrologie. Il y a eu quelques cas de patients en néphrologie, mais on considère qu'ils l'ont acquis à l'extérieur. Donc ces mesures ont permis de diminuer largement le nombre de pneumocystoses. Et donc, on a montré que l'épidémie, c'est possible à partir de patients et possiblement à partir du personnel et dans le temps. Vraiment, entre janvier 2018 et juillet 2018, on a eu les mêmes génotypes qui ont circulé dans le service de néphrologie. Donc dans le temps, il y a des porteurs inertes. Et le masque chirurgical reste une prévention essentielle pour les patients immunodéprimés et voire même plus. Donc le port du masque en néphrologie est devenu l'outil principal de lutte contre la pneumocystose. Voilà.